Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, si t'es nouveau par ici, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de quoi? On parle d'art, de dessin, on apprend à dessiner ensemble, on parle également de développement personnel et de reconversion professionnelle pour suivre sa passion. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et puis à me suivre sur ton réseau social préféré. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de stylisation et de recherche graphique dans son art. L'idée m'est venue parce que je fais régulièrement des études, ce qu'on appelle les Virtual Plein Air Study, donc avec MapCrunch ou Google Earth. Je mettrai les liens en description. Celui-ci, je l'ai fait en 1 heure et demie sur Photoshop. Je t'ai filmé le processus, il est disponible sur la chaîne. Je te le mettrai du coup dans le petit i. Quand je l'ai eu terminé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais globalement satisfaite du résultat final pour une chose en particulier, c'est que comme on peut le voir ici, si j'active mon calque, les valeurs sont grosso modo correctes et les couleurs également. Et quand j'ai eu terminé, j'étais très contente de ça parce que les valeurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment du mal. J'ai tendance à trop contraster et à pas voir les nuances. Une fois que j'ai eu terminé, je me suis dit que ouais, ok, c'est pas mal, mais c'est pas très intéressant à regarder en fait. J'ai aussi essayé d'appliquer une certaine méthode. Du coup, j'ai fait un croquis, puis j'ai travaillé au lasso, j'ai fait des aplats, des dégradés, et puis j'ai travaillé du coup les détails. Et c'est à l'étape de détail où je suis pas du tout contente parce que, comme je le disais, je trouve que c'est pas très intéressant à regarder. Et je trouve que le style est trop littéral, pas assez interprété, trop générique et bref, sans grand intérêt. Je pense que pour l'instant, la solution pour rendre mon dessin plus intéressant se situe au niveau du shape design, du rythme et du graphisme général de mon dessin. Alors j'ai décidé de refaire une étude, d'essayer de me détacher du trop littéral de la photo de base. Et j'ai essayé d'expérimenter beaucoup plus, donc de ne pas avoir peur de tester des choses, de ne pas avoir peur de rater, et également ne pas me censurer sur la stylisation, ne pas avoir peur de trop m'éloigner de la photo de base. Pourquoi je fais ce genre d'exercice avec une étude d'après photo? C'est parce que ça a de gros avantages, ça enlève une grosse partie du travail d'un dessin. T'as pas besoin de trouver d'idées de dessin, t'as pas besoin de trop te casser la tête sur la composition, t'as pas besoin de chercher une ambiance lumineuse, bref, t'as une grosse partie du travail qui est facilitée. Voici les 5 choses que j'ai apprises grâce à cet exercice. Avant toute chose, il est bon de savoir dans quel style on souhaite réaliser notre dessin. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne de style et de recherche de style, de recherche de voix artistique. Je te remettrai dans le petit ici les contenus qui en parlent. J'en parle de manière générale assez régulièrement dans mes contenus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh ben, bienvenue ici. Du coup, pour cet exercice d'expérimentation, j'ai imaginé 3 approches différentes. La première, ce serait d'imiter un style. Tu es fan d'un artiste particulier ou d'un style particulier et tu as envie de comprendre et de t'approprier ce style. Dans ce cas, c'est simple, tu fais une ou plusieurs études d'un ou plusieurs artistes dans ce style précis, t'essayes de le comprendre, t'essayes de voir comment il est construit, t'essayes d'en dégager les grosses caractéristiques et ensuite tu viens sur ton étude en restituant ce style. Pour moi, la deuxième approche, ce serait de interpréter un style. À ce moment-là, c'est pareil, t'es fan d'un style, t'es fan d'un artiste, t'as envie de te l'approprier, mais sans le copier-coller directement. Dans ce cas-là, j'imagine que tu pourrais étudier visuellement pendant 5-10 minutes, tu regardes les peintures ou les dessins d'un artiste du style que tu aimes et t'essayes de le décortiquer, de le comprendre. Qu'est-ce qui est caractéristique de ce style? Comment le sujet est-il traité? Est-ce qu'il y a des traits ou pas? Comment sont-ils? Quel est le genre de couleur? Quel genre de contraste? Comment sont les formes? Comment le tout est disposé? Bref, t'essayes de comprendre un maximum ce qui fait les caractéristiques principales de ce style. Et ensuite, tu vas aller dessiner ton étude en essayant d'interpréter ce style. Tu vas dessiner avec ce que tu as retenu de ce style. Je te conseille même de ne pas avoir de modèles de ce style à côté, juste pour voir ce que toi t'en as dégagé, juste pour voir ce que toi tu as retenu de ce style. Et enfin, la troisième manière de faire cet exercice, ce que moi j'ai fait, c'est d'y aller ce que je vais appeler en freestyle, c'est-à-dire que tu vas y aller au feeling, sans intention de style particulière, mais tu vas pouvoir te reposer sur tes acquis. Je pense que c'est ce qui va t'aider à développer ton propre style, parce que tu vas rien avoir, en tout cas en tête de particulier, mais tout ton background d'artiste est là
c'est le stock sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Tous les dessins que tu as fait, toutes les études que tu as fait, tous les artistes que tu aimes, tous les visuels, les paintings, les dessins, tout ce que tu vois passer au quotidien sur tes feeds, Facebook, Instagram, tout ce que tu vas chercher toi-même comme référence et comme art, tout ça sont des choses que tu as emmagasinées et acquises et qui sont là dans ton inconscient et qui vont pouvoir ressurgir d'une manière ou d'une autre dans ce type d'exercice au moment où tu vas pouvoir expérimenter. Donc voilà, au fur et à mesure, tu vas réussir à développer une technique, des méthodes et des habitudes qui vont être basées sur le rendu que tu aimes. Dans ce genre d'exercice, on va vraiment aller défricher et mixer tout ce que tu aimes, tout ce qui fait ta personnalité artistique. Et c'est en ça que je trouve que ces exercices, je pense que les 3 sont très très intéressants. Là, j'avais envie de voir ce qui allait spontanément émaner du coup de moi. Je pense que c'est un chemin très intéressant qui te permet de petit à petit défricher ton terrain et découvrir ta personnalité artistique. Voilà, je pense que c'est un exercice qui demande beaucoup de concentration et qui est assez exigeant. Et donc ça, c'est la première leçon que j'ai apprise, c'est que il ne faut pas hésiter à passer du temps, parfois beaucoup de temps, sur certaines étapes. Comme on va le voir ici à l'écran, j'ai passé pas mal de temps sur l'étape du croquis. Le croquis principal, c'est vraiment la base sur laquelle on va s'appuyer. Il permet déjà de dégager les formes globales. On peut déjà voir ce qui est harmonieux ou pas, on peut déjà choisir ce qu'on va mettre en avant ou pas, on peut déjà, je sais même pas qu'on peut, je pense que c'est qu'on doit déjà penser aux formes principales du dessin, au shape design du dessin. Comme on peut le voir ici, il y a les arbres qui ont des formes assez rondes, les pins derrière qui ont des formes assez droites, l'église qui est très, très géométrique, très graphique. Moi, j'ai passé quand même pas mal de temps sur le croquis et de manière générale, j'ai passé beaucoup plus de temps sur cette étude-ci que sur la précédente que je t'ai montrée, parce que le travail n'est pas le même, parce que j'ai réfléchi beaucoup plus à chaque élément, à comment j'avais envie de le mettre en valeur ou non. Donc mon premier conseil, ce serait de ne pas avoir peur de passer du temps sur certaines étapes importantes. Et on verra aussi qu'il ne faut pas hésiter à revenir, même si tu as déjà passé beaucoup de temps sur un élément. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le palmier. J'ai vraiment eu du mal à dessiner sa forme au départ, donc je l'ai un peu bâclé et je suis revenue beaucoup plus tard dans le painting dessus. Du coup, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est de ne pas, comme je le disais, reproduire littéralement ce que l'on voit. Bon, à moins que tu cherches à faire un style photoréaliste, évidemment, je pense qu'un des gros pièges à éviter, c'est de vouloir absolument reproduire tout ce qu'on voit. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire, me détacher de la réalité et réussir à ne pas me laisser engloutir par tous les détails que je vois, mais au contraire de prendre du recul et de me dire ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux mettre en valeur ou pas. J'ai trouvé 2 solutions à ce problème-là. La première solution, c'est l'interprétation et la seconde solution, c'est la synthèse. Alors, par interprétation, j'entends qu'est-ce que je vois ? Par quoi mon œil est-il attiré en premier ? Quel est mon focus ? Quel est mon sujet principal ? Mais également, qu'est-ce que moi, je veux mettre en avant ? Sur quoi je veux attirer l'attention. Le focus n'est pas obligatoirement l'élément principal. Par exemple, ici, on voit que un des éléments principaux, c'est évidemment cette église. Mais c'est pas parce qu'elle prend beaucoup de place dans le dessin, c'est pas parce que c'est ce qui se détache le mieux dans le dessin que c'est obligatoirement mon focus et mon élément principal. Je pourrais décider que mon focus soit tout autre pour aller plus loin dans l'interprétation. Je peux choisir de raconter une histoire. Qu'est-ce que cette image m'inspire ? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et on verra que moi, c'est ce que je vais choisir de faire. Et le fait de connaître sa focale, ça va vraiment nous permettre de savoir quels éléments je veux mettre en valeur et quels éléments sont à estomper ou carrément à retirer. Le bâtiment ici à gauche, j'ai décidé de le supprimer complètement parce que pour moi, il apportait rien. Donc ça, c'était pour l'interprétation. Ensuite, le deuxième point que je trouve intéressant pour arriver à se dégager du trop littéral, c'est un exercice de synthèse. Interpréter, c'est synthétiser les formes, les couleurs et les mouvements, en les exagérant, en les minimisant, en les altérant, en tordant la réalité. À interpréter, c'est vraiment un travail de synthèse. Ensuite, la troisième chose que j'ai apprise, et là aussi c'est hyper bateau, c'est de structurer son travail
et d'avoir une méthode de travail. Donc comme tu peux le voir, j'ai commencé par faire un croquis principal. Ce calque avec le croquis, je le mets tout au-dessus de ma pile en mode multiply. Ensuite, je travaille au lasso. Je vais séparer chaque plan et ou chaque élément que je considère comme important sur un calque. Avec ce travail au lasso, je mets d'abord soit un aplat de couleur, soit un dégradé de la couleur globale. Je pense pas encore aux lumières, pas encore aux ombres. Ensuite, je vais peut-être également remplir avec du brush sur lequel je vais jouer un peu avec la dynamique de la couleur pour avoir un rendu un peu plus riche et un peu plus intéressant directement. Et enfin, je vais seulement aller dans le détail et je vais créer des calques en mode écrétage par-dessus. Ça me permet beaucoup plus de flexibilité. Et ce que je trouve intéressant avec cette petite boucle de méthode, croquis, lasso, aplat, dégradé, travail de détail après au brush ou au lasso, c'est qu'on peut le faire comme ici, on le voit sur tout le painting. On peut le faire également sur des plus petits éléments. On peut toujours cycliquement refaire ces mêmes étapes globalement ou par élément. Moi, je trouve que la technique du lasso, elle a vraiment de gros avantages. Elle est applicable à n'importe quel stade du painting, au début pour les gros éléments, mais également pour le travail précis d'un objet, pour les formes secondaires d'un objet, et elle permet aussi de soit de mettre en avant, soit de camoufler des éléments. On peut mettre en avant des éléments avec un travail précis grâce au lasso, avec des bords nets par exemple. Mais on peut aussi travailler le lasso de manière plus lâche, avec un travail beaucoup plus random, et après flouter les bords d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'ai fait par exemple pour la montagne qui est en arrière-plan. Ça, c'est pour la grosse méthodologie de base. J'ai vraiment approché cet exercice comme un laboratoire d'études et de tests. C'est vraiment l'occasion de tester les brushes, de jouer avec les paramètres, de jouer avec les rendus, de jouer avec les outils. Et si parfois tu peux, comme moi, être intimidé par la technique et par l'outil et par Photoshop ou tout autre logiciel, c'est vraiment l'occasion de tester des choses. Si tu gardes pas, tu t'en fous, tu fais des calques, tu crées un nouveau calque, tu mets par-dessus, t'essayes, ça marche pas, c'est pas grave, tu le jettes, tu recommences. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre, de tester et de développer des techniques. Par exemple, on va voir que là, je travaille les arbres et ici, sur les oliviers que je suis en train de faire, je suis en train de développer une technique et une méthode que je trouve sympa, et on va voir par la suite que je vais l'appliquer aux pins alors que j'avais commencé à les travailler différemment. C'est aussi le but de ces exercices, c'est de développer des mini-techniques et des mini-façons de faire pour certains rendus que tu vas pouvoir après appliquer dans tes autres paintings. Et ben tout simplement, c'est comme ça que tu vas développer ton style, parce que tu vas trouver ce que t'aimes pas, et surtout les techniques pour réaliser ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir maximiser ta technique et ainsi gagner en rapidité tout simplement, quoi. Et pareil, hein, tu verras si tu regardes attentivement ma pile de calques, il faut pas avoir peur de dupliquer. Ça, j'ai toujours un backup avec les différents éléments sur différents calques si j'ai besoin de les resélectionner facilement. C'est un filet de sécurité que l'outil digital propose. Il n'y a aucune honte à ça. Que tu aies un calque ou 1 milliard de calques, ça ne dit rien sur si tu es un meilleur artiste ou un moins bon artiste. C'est chacun sa technique, chacun a sa zone de sécurité où il l'entend, où il en a besoin, et il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on en est à la 4e chose que j'ai apprise, c'est de prêter hyper attention au shape design et au rythme de manière générale dans mon dessin. Un dessin qui est sympa à l'œil, c'est vraiment un dessin qui a de la diversité dans les formes, dans les couleurs, dans les bords, et qui a un rythme, qui donne du rythme à ces différents éléments, qui n'est pas figé, qui est pas statique, vraiment quelque chose qui contraste, qui bouge. Il faut qu'il y ait du rythme à l'échelle globale de ton dessin, mais il faut qu'il y ait aussi du rythme dans chaque petit élément. Tu vois, ici, par exemple, sur l'arbre, j'essaye vraiment de donner une saveur particulière à chaque arbre, à chaque élément, pour pas que l'œil s'ennuie. Du coup, j'ai tenté de découper l'image en différentes zones de formes et de tailles variables. Ici, on peut voir que cet arbre, il est plutôt rond. Ceux-là, ils sont plutôt élancés. Celui-là, il est très piquant, très pointu. Et c'est ça qui va donner, du coup, du rythme. Le travail au lasso qui permet de vraiment ajouter des formes dans des formes et de pouvoir contrôler les bords. On peut avoir des bords très nets et puis après, on peut les flouter si on en a besoin. J'ai, moi, par exemple, choisi de découper les formes secondaires en fonction de la lumière.
Donc je vais d'abord avec le lasso choisir la forme qui va faire l'ombre, ensuite la forme qui sera dans la lumière, celle qui sera au milieu, et comme ça on va avoir un effet de 3D puisqu'on a ajouté l'ombre et les lumières sur chaque élément. J'ai vraiment appris à varier les formes, les rendus, les bords, à prêter attention aux différentes interactions et contrastes que les formes ont entre elles, comment elles se parlent, comment elles se répondent. Chaque petit détail, j'ai prêté attention à la dynamique des formes et également à la dynamique des couleurs. Comme je te disais, le palmier qui est assez en dents de scie, qui contraste avec les arbres qui sont derrière, qui sont plutôt ronds, qui sont plutôt doux. Ainsi alterner les différents plans, les différents feelings, les différents ressentis. Le maître mot est diversité. Plus je dessine, plus je me rends compte que dessiner, c'est apprendre à parler le langage des formes. Il faut se familiariser avec son champ, apprendre sa grammaire et jouer avec son alphabet. Apprendre à dessiner, c'est apprendre une nouvelle langue qu'il faut apprivoiser pour pouvoir la retranscrire sous le prisme de notre propre réalité. Et en fait, ce travail de détail et d'interprétation des éléments, il est vraiment personnel et unique à chacun. À moins de vouloir faire du photoréalisme, il ne faut pas chercher à avoir les couleurs exactes de chaque élément, à avoir les formes exactes de chaque élément, mais vraiment un feeling. J'en profite ici qu'on est sur le palmier qui m'a donné... c'était un défi pour moi dans ce painting, c'est que j'ai pas cherché à avoir les couleurs exactes du palmier, j'en sais rien, la couleur exacte du palmier. Ce que j'ai voulu avoir de juste, c'est sa luminosité, son contraste, parce que ça c'est très important. On verra que régulièrement, je vais passer le dessin en niveau de gris pour me rendre compte du contraste. Mais au niveau des couleurs, j'ai essayé d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble dans l'élément. Soit je veux une couleur qui va contraster parce que je veux mettre quelque chose en valeur, comme c'est le cas ici avec ce jaune sur ce vert, soit je veux des couleurs qui se fondent. Et le but, c'est vraiment de ressentir et de se sentir bien avec la couleur qu'on va choisir. Et je trouve que ça enlève une grosse pression au niveau du dessin et de ce qu'on fait. Il faut se sentir bien avec les couleurs qu'on met, avec les formes qu'on choisit. Et ça enlève vraiment tout le brouhaha. Je dois avoir ce trait-là parfait, cette forme parfaite, cette couleur parfaite, sinon ça va pas. Non, tu dois ressentir, tu testes, tu joues avec les couleurs, tu vois si elles contrastent, si elles se font en fonction de ce que tu veux faire. Et franchement, c'est un travail très agréable. Et c'est comme ça que ton dessin va prendre vie. Tu vas vraiment avoir une dynamique au niveau des formes, une dynamique au niveau de la couleur, une dynamique au niveau des bords et du coup une dynamique générale dans ton dessin. J'ai un peu parlé de la dynamique de la couleur du brush, c'est quelque chose avec lequel je commence à jouer et j'aime beaucoup. Ça apporte de la richesse et de la diversité en un coup de brush. Et enfin, la 5e chose que j'ai retenue, c'est plutôt des petits conseils en vrac. La première, encore, j'enfonce des portes ouvertes. Mais je pense que c'est nécessaire de le dire, de le redire et de taper sur le clou, c'est de s'empêcher absolument de zoomer. Il ne faut pas zoomer sur son dessin. Non, 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 non. Et voilà, on sait tous qu'il faut s'empêcher de zoomer et travailler de manière globale et seulement à la fin, ou si tu as envie de vraiment passer des heures sur ton dessin, d'aller dans les détails. Mais c'est pas évident, on est bien d'accord. Ensuite, la seconde chose, c'est de vérifier très régulièrement les valeurs, parce que les valeurs, c'est vraiment ce qui fait un dessin. Si les valeurs fonctionnent, ton dessin fonctionnera. Ensuite, pour le travail de détail, j'ai remarqué qu'il ne fallait pas hésiter non plus à commencer par ce qui nous paraît le plus facile et laisser ce qui nous paraît le plus compliqué pour la fin. C'est ce que j'ai fait avec le palmier, de nouveau. Il me paraissait tellement complexe. Et l'avantage, c'est que plus tu vas construire ton painting, plus ce qui te paraissait inabordable et inaccessible au début va devenir clair. Enfin, il y a des choses sur lesquelles je dirais qu'il faut faire plus attention parce qu'il y a des erreurs qui se remarquent beaucoup plus que d'autres. Une erreur sur un visage ou si tu fais une erreur anatomique, ça va vite se voir parce qu'on est très habitué à avoir des visages et à avoir des corps humains. Et il en va de même pour la perspective. J'avais fait des erreurs de perspective comme d'habitude. J'ai vraiment du mal avec la perspective, même si ça va mieux. Et j'ai pas hésité, alors que j'étais déjà avancée dans mon painting, à essayer de tout remettre de manière plus juste. C'est une erreur que j'aurais dû remarquer à l'étape du croquis. Voilà, être attentif à ces erreurs-là, c'est très important. En conclusion, je dirais que c'est vraiment des exercices super
pour tester, pour expérimenter, pour développer des techniques et des combos, combos brush, outils, réglages, ce que tu veux. J'ai vraiment senti que ma créativité a été boostée par les tests. Je pense que je suis assez contente du résultat final. J'avais vraiment envie de sortir quelque chose qui soit pas littéral, qui soit intéressant et agréable à regarder et qui raconte une histoire. Je pense que j'ai réussi. J'ai mieux compris ce qu'était le style, interpréter, synthétiser, raconter une histoire, s'approprier l'image, mettre de nous-mêmes dans ce qu'on est en train de faire. Dis-moi, toi, en commentaire, si tu as d'autres exercices qui sont intéressants pour apprendre à développer son style et si tu as des techniques à conseiller pour designer, pour aller plus vite, pour avoir un effet cool, ben n'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire. On sera ravis de te lire. Merci d'être resté jusqu'ici. Le petit like, le petit commentaire, le petit subscribe, motherfucker. Allez, salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!